Au commencement était le Verbe. Cette sentence biblique résonne tout particulièrement dans mon petit cœur d'agnostique, car j'ai commencé à parler tôt, très tôt, et beaucoup, très beaucoup. Seulement, mon commencement, lui, ne prend pas exactement place dans le jardin d'Éden. Parents dysfonctionnels, famille d'accueil, juge des enfants, ce serait plutôt ça, ma Sainte Trinité. Mais pour illustrer ma genèse, je ne vais pas utiliser ma parole, mais plutôt celle de professionnels qui m'entouraient déjà alors que j'étais en crèche, mes rois mages en quelque sorte, des témoignages glanés au hasard de ma Bible personnelle, autrement dit mon dossier social, et puis je vais essayer de sortir de cette métaphore religieuse qui n'en finit clairement pas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces relatives contre-performances, mais on peut cependant s'attendre à des difficultés dans certains domaines de l'apprentissage. Toutefois, son excellent niveau de verbalisation est un atout sur lequel on pourra utilement s'appuyer. Octobre 1994. J'allais sur mes 3 ans. Flashback. J'ai 14 ans et je suis chez l'assistante sociale avec ma tante. Après nous avoir livré une subtile analyse psychologique du croisement de mes jambes et de la position de mes mains, arrivant à l'éminente conclusion qu'il se puisse que je sois stressé, justifiant ainsi d'un probable master 2 en psychologie et de longues soirées d'assiduité devant NCIS, l'assistante sociale nous livre son jugement implacable et sans appel. Dans la plupart des cas, les jeunes dans des situations similaires finissent généralement drogués, à la rue, en maison de correction ou morts. C'est super, bon moyen de commencer son adolescence en tout cas. Je vais retourner dans mon dossier du coup. Tommy a un excellent niveau de langage, ce qui lui permet d'évacuer tout ce qu'il vit. Tommy a besoin de parler beaucoup, de tout ce qui le touche. Août 2000. J'avais 7 ans. Et c'est en lisant ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé à quel point la parole, l'amour que je lui porte, son rôle de bouée de sauvetage et de compréhension du monde était gravé au plus profond de mon ADN, au plus lointain de mon histoire. Alors, le but de ces témoignages hautement réjouissants, au-delà de vous décrocher une larme et un petit peu de sympathie à mon égard, c'est de constater qu'au jeu de la vie, il y a peut-être des règles, mais il y a aussi du hasard. Beaucoup de hasard, surtout en ce qui concerne la ligne de départ. Et que moi, avec une arrière-grand-mère comédienne de théâtre, une grande-tante très littéraire, tout ça au milieu d'une famille pieds noirs qui causait tout le temps, et avec quelques facilités de langage au départ, j'ai eu de la chance dans mon malheur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et qui m'a très certainement aidé à ne pas finir comme dans l'horrible scénario de l'assistante sociale. J'ai conservé de mon passé une obsession pour la parole juste et le besoin de transmettre. Et beaucoup, de par leur propre... l'éloquence est une passion pour moi, mais ce soir, je préfère vous parler de prise de parole parce qu'au commencement était bien le verbe et pas l'éloquence. Et qu'il faut d'abord trouver le courage de parler tout court avant de parler de manière artiste. Et que beaucoup, de par leur propre vécu, et il y en a peut-être parmi vous ce soir, ne se sentent même pas légitimes à prendre la parole, alors qu'ils auraient très certainement beaucoup de choses à apporter. Car combien ici se fichent d'être éloquents comme Martin Luther King, mais rêveraient de pouvoir parler dans un groupe de personnes qu'ils ne connaissent pas? Combien ici se moquent de pouvoir argumenter à la façon de Cicéron, mais donneraient tout pour maîtriser l'art de raconter des histoires, des anecdotes, et pouvoir tenir en haleine ses collègues, ses amis? Combien n'ont que faire d'emporter les foules, tel Périclès, mais voudraient seulement se faire comprendre des autres, ne pas se faire sans cesse couper la parole, cesser de se sentir invisible chaque fois que tout le monde parle, et pouvoir mieux organiser ses pensées qui trop souvent s'entrechoquent au moment de les énoncer, et arrêter de juger négativement chaque chose qui sort de sa bouche. Combien sont sans cesse entravés par eux-mêmes, bien souvent à leur insu, et se réduisent ainsi au silence? Combien parmi vous? La parole semble réservée soit à une élite, soit à des gens qui la maîtriseraient naturellement, et les personnes concernées entretiennent volontiers cette vision flatteuse. Et pendant ce temps-là, les autres se taisent, mais ils ne devraient pas. Alors, sans verser dans la psychologie de comptoir, ma vision de la prise de la parole s'attarde sur l'aspect psychologique, sur ce qui peut faire obstacle en chacun de nous, afin que les techniques pratico-pratiques prennent tout leur sens. Et bien souvent, le premier frein, le plus commun, et d'ailleurs on en a un peu parlé ce soir, c'est celui de la légitimité.
C'est fou le nombre de gens qui se sentent concernés de près ou de loin par ce qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Alors je vais refaire le même sondage. Camina, j'étais de dos, donc je ne sais pas si vous étiez 2 ou 150 à lever la main, mais oui, est-ce qu'il y en a qui se sentent un peu concernés par le syndrome de l'imposteur ce soir? Allez-y, levez la main. Oui, oui. Voilà. Bon, on est quelques-uns. Du coup, c'est tout bête, mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. Prenez votre légitimité. Imprégnez-vous de cette idée, quotidiennement, comme un mantra, que votre parole ne vaut pas moins que celle d'un autre, qu'il ne sert à rien de se comparer, que nos pensées, nos paroles et nos opinions n'ont pas à être parfaites avant d'être énoncées. Au contraire, elles se perfectionnent dans l'échange, dans leur confrontation à celle des autres et dans l'échec. Ce qui m'amène à une idée un peu saugrenue. Cherchez l'échec. Faites-en un objectif à part entière. N'importe quel entrepreneur ou même auteur vous dira que pour une bonne idée, pour un projet réussi, il en a jeté au moins 5 à la poubelle. Chercher l'échec, ou du moins chercher l'imperfection, c'est briser la paralysie dans laquelle la quête de la perfection peut nous enfermer. Chercher l'échec, c'est oser, en se disant que si on rate, que si on ne fait pas rire, que si on ne transcende pas, c'est pas si grave. Cette petite voix malhonnête, malveillante dans notre tête, qui nous fait craindre l'échec et qui nous rabaisse sans arrêt, moi, je lui ai donné un petit nom. Je l'appelle le méchant scénariste. Eh bien, faites taire le méchant scénariste. C'est lui qui vous fait croire que ce serait grave si votre prise de parole n'était pas à la hauteur. C'est lui qui vous fait imaginer la façon dont les autres vous jugent, et c'est encore lui qui vous fait fantasmer ce qu'ils attendent de vous. Et soyons honnêtes, la plupart du temps, c'est un scénariste assez feignant. Parce que quand on y regarde de plus près, on ne sait pas vraiment ce qu'on redoute. Par exemple, là, actuellement, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais j'ai une peur diffuse de votre jugement. Alors, si je pousse ma réflexion anxieuse jusqu'au bout, je me dis qu'il y a peut-être un monde où vous chopez des tomates en dessous de vos sièges et que vous me les balancez à la figure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un des meilleurs moyens de clouer le bec au méchant scénariste, c'est de l'obliger à aller au bout de son scénario de zinzin, comme je viens de le faire là. Car son pouvoir réside justement dans le fait qu'il reste toujours vague, invisible, à l'arrière-plan, et que l'exposer en pleine lumière le rend ridicule et lui fait perdre beaucoup de son emprise, un peu à la manière du sort Ridiculus, pour ceux qui auront vu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais je vois qu'il y en a qui ont la ref. Et puis, dites-vous que dans la plupart de vos interactions sociales, le stress que vous pouvez ressentir, la peur, l'appréhension, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez verbaliser à l'autre. Moi, c'est ce que je m'amuse à appeler la carte méta. Et c'est tout simplement le fait de briser le 4e mur. On sort du sujet de la conversation pour parler de la conversation en elle-même, de ce qu'elle nous fait ressentir, et ainsi on met nos émotions, nos doutes, nos craintes à l'épreuve du réel. Par exemple, là, je peux vous dire que j'ai le trac. Cette prise de parole m'impressionne, et j'espère être à la hauteur, et qu'accessoirement, vous me jetiez pas de tomates à la figure. Bon, eh bien, en disant ça, vous verrez tout de suite la pression redescendre d'un cran. Parce que ça vous réancre dans le présent, en stoppant le train des pensées anxiogènes. Autrement dit, ça envoie un message très clair au méchant scénariste. Mec, pose ton stylo et va faire un tour. Et puis vous verrez aussi, comme je le vois actuellement sur vos visages, que les réactions seront bien plus bienveillantes que ce que vous redoutiez. Et c'est là qu'entre en scène un deuxième personnage, l'avocat. Après le méchant scénariste, l'avocat. Soyez votre propre avocat, car tout le monde a le droit à un avocat, et s'il y a un procureur qui travaille H24 dans votre tête à noter tous vos doutes et vos échecs, eh bien embauchez un avocat qui notera toutes vos victoires, constituant ainsi le dossier de votre défense, qui vous permettra de réaliser de manière tangible le chemin parcouru. Alors, ça demande un effort très conscient, chiant même, on peut le dire, mais important. Parce que le cerveau, et là aussi on en a parlé un peu tout à l'heure, a cette fâcheuse tendance de ne retenir que le négatif, surtout quand il s'agit d'un narratif toxique qu'on a construit autour de nous-mêmes pendant des années et qu'on a même progressivement mélangé à notre propre identité. Selon moi,
suivre ce cheminement, ça permet de passer de ce que j'appelle la réalité théorique à la réalité organique. Alors bon, la réalité théorique, c'est tout simplement quand je suis capable de dire de manière très lucide que oui, en effet, sur le papier, je sais que théoriquement, je suis légitime à prendre la parole. La réalité organique, c'est quand on y croit vraiment et qu'on n'a plus besoin de se le répéter. Selon moi, la réalité théorique ne suffit pas à nous persuader de son message, mais elle doit nous servir de cap, de boussole, de motivation à se jeter à l'eau. Et c'est à force de se jeter à l'eau, à force de confronter nos fantasmes au réel, et à force de constater et noter toutes nos victoires, que l'on pourra progressivement, peu à peu, s'imprégner de cette nouvelle image de nous-mêmes. Alors, un dernier petit conseil bonus pour la route, surtout pour savoir quoi dire quand on parle, identifiez votre univers. Prenez le temps de vous poser seul avec vous-même et identifiez ce qui vous rend unique, ce que vous aimez, ce qui vous fait réfléchir, vibrer, rire ou pleurer. Ne cherchez pas sans arrêt ce qui pourrait plaire aux autres avant de prendre la parole, mais cherchez plutôt ce qui vous plaît à vous d'abord et voyez ensuite comment le raconter à telle ou telle personne dans tel ou tel contexte. Les gens cherchent des rencontres, pas des miroirs. Les gens intéressants en tout cas. Donc, pour résumer, imprégnez-vous quotidiennement de l'idée que vous êtes légitime à prendre la parole. Faites de l'échec un objectif à part entière. Faites taire le méchant scénariste, désamorcez la peur en la verbalisant à l'autre, soyez votre propre avocat, identifiez votre univers et bien entendu revoyez cette conférence sur YouTube pour être sûr de n'avoir rien oublié. Et abonnez-vous à leur chaîne Émérite aussi. Pour conclure, je dirais qu'il y a urgence et nécessité à reprendre la parole pour soi et pour la société. Et même si je sais que les idées démocratiques n'ont pas tout à fait le vent en poupe ces derniers temps, je dirais qu'il y a aussi urgence à l'enseigner de manière égalitaire, c'est-à-dire dans le public, et ce dès le plus jeune âge, parce que croyez-moi qu'à Sciences Po ou à l'ENA, eux, ils n'ont pas lâché les cours de rhétorique et d'art oratoire. Et à rappeler que la parole, et donc le dialogue, permettent de changer la société. Dans des périodes de grande crise comme celle que nous vivons actuellement, les clivages ne font que de s'agrandir, les opinions que de se binariser, la nuance et la tolérance que de s'effacer derrière les idées arrêtées et la brutalité. Le manque de dialogue sociétal est, selon moi, un des plus grands maux que nous vivons actuellement. Et je pense que c'est beaucoup de ce qui se dira ou ne se dira pas entre les citoyens, entre nous, que le futur prendra telle ou telle direction. Réapprendre à parler, à échanger, à nouer du dialogue social, aller vers l'autre et se mettre à sa place, tenter de comprendre sa vision de la réalité, aussi loin de la nôtre puisse-t-elle paraître, c'est aussi comme cela que l'on pourra réellement changer les règles du jeu. Merci. Merci beaucoup. Merci.